Hello à tous et bienvenue pour un nouvel hors-série sur le podcast Tennis Légende. Aujourd'hui, c'est un épisode d'une grande valeur pour l'anniversaire des 30 ans de la Coupe Davis 91 avec un des acteurs de l'épopée, Fabrice Santoro, qui nous raconte sa propre campagne, la fierté d'être sélectionné à 18 ans seulement avec les grands de son époque, Noah, Forger et Lecomte, la pression ressentie, un premier match décisif en quart contre l'Australie, l'évolution de son style de jeu aussi, puisque Fab est tellement habité par ce sport que chaque sujet en lien au tennis devient passionnant dans la bouche de ce passionné. Puis on découvre évidemment la préparation de la finale, le niveau de jeu de ouf d'Henri Lecomte, la prépa physique mythique avec Jean-Claude Perrin et la magie qu'a opéré lors de ce week-end de septembre 91. Vous avez accès jusqu'à mardi à la masterclass spéciale endurance avec le prépa physique Ralph Bogossian dans la formule abonnement qui vous permet de recevoir un nouveau cours d'une heure tous les 15 jours pour sans cesse progresser sur le terrain. C'est notre 7e masterclass et elles sont toutes accessibles indépendamment si vous le souhaitez. C'est le premier lien en description ou alors en m'écrivant à max@tennislegende.fr. C'est parti pour ce hors-série de légende. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Le thème, Fabrice, si tu l'acceptes, c'est dans un premier temps 91, la Coupe Davis, dans un second temps 2001. Ok. J'ai une chronologie, j'ai 2-3 infos et puis tu nous dis bien ce que tu as envie de nous dire. Alors, pour commencer déjà, avant de parler du quart de finale où tu as eu une importance majeure, j'aimerais savoir ce que tu as ressenti, Fabrice, en étant sélectionné par l'ancien capitaine Yannick Noah, parmi les 5 joueurs de l'équipe de France de Coupe Davis cette année-là, donc en 91, et tu avais 18 ans seulement, c'est bien ça? Exactement. Et il faut vraiment remettre, c'est un élément très important, mon âge. À 18 ans, on a un enfant, on a un gamin. Même si on sait relativement bien jouer au tennis, on reste vraiment un bébé quelque part. Me retrouver en équipe de France, entouré de ceux qui m'ont inspiré, ceux que j'ai suivis en tous les cas lorsque j'étais gamin, les meilleurs joueurs de mon pays, c'était quelque chose de très fort, très intense et puis assez surprenant. Parce que j'avais conscience quand même que c'était pas banal quoi d'être dans cette équipe à mon âge. Ouais. Et tu te souviens le moment où tu as reçu la convocation? Je m'en souviens pas précisément, mais je sais que c'est Yannick qui me l'a annoncé. Alors Ouais. c'est vrai que je savais que c'était une option parce que j'avais bien joué et que j'étais en forme, je progressais, je montais au classement. J'étais pas 300e mondial, hein. Je crois que je devais être, j'ai peur de dire des bêtises, mais probablement 40, 50e. Donc le niveau était là. Mais après, la sélection, c'est encore une étape supplémentaire et que enfin, voilà, je me disais que c'est possible, mais quelque part, j'avais du mal à y croire. Je me dis non, je vais quand même pas me retrouver en équipe de France avec Guy, avec Yannick comme capitaine. Enfin, non, c'est pas possible, quoi. Ouais, parce que pour rappel, tu as gagné Roland Junior en 89. Ouais, Tu es rentré dans les 100 un an après seulement. Et donc, ouais. tu es aligné en Coupe Davis 2 ans après avoir terminé de jouer en junior. Ouais. Donc, pour cette rencontre, tu es choisi à la place d'Henri Lecomte qui avait une tendinite chronique au genou, je crois. Tu perds après le premier point qui a été rapporté par Guy Forger. Moi, je perds contre Richard Fromberg. Ouais, Donc, c'était à Nîmes, hein, dans les arènes de Nîmes, yes. avec un vent comme j'en ai rarement connu dans Ouais, ma vie. ouais. C'est-à-dire que les chaises volaient. Et moi, avec mes 65 kilos de l'époque, je m'envolais presque. Donc, c'était vraiment des conditions de jeu extrêmes, hein. Je ne cherche pas d'excuses ou quoi que ce soit. Mais il y avait ce vent tourbillonnant dans les arènes de Nîmes, avec la terre battue, on avait du mal à ouvrir les yeux. Et ça rajoutait encore quelque chose de supplémentaire à la difficulté pour un jeune homme de représenter son pays. C'était ton tout premier match en Coupe Davis, ce second simple après à Guy. C'était mon tout premier match en Coupe Davis. C'était en mai 91. Et tu as le bras qui tremblait comme jamais. C'était ultra dur à gérer ou ça allait quand même? Non, j'étais très tendu. À l'époque, j'avais un jeu qui était, comment dire, très safe, très défensif. Je sortais jamais de ma zone de confort. Je faisais très peu de points, mais quasiment aucune faute. Hmm. Et je ne m'éloignais jamais de ce que je maîtrisais à la perfection. Donc finalement, j'ai fait un match dans mes standards habituels, à savoir que j'ai pas fait beaucoup de points, pas fait beaucoup de fautes. Encore les conditions de jeu, donc je l'ai dit, étaient extrêmement difficiles, mais j'ai pas joué assez vite pour me protéger, donc je me suis fait un petit peu enfoncer tout au long du match par Richard Fromberg
qui avait une grosse première balle de service et un excellent coup droit en décalage. Et avec ces deux coups, il m'a complètement, il m'a complètement mystifié. Mais c'est ça qui est choquant en revoyant des images de cette époque-là, c'est à quel point ton jeu a évolué, à quel point tu es devenu tranchant en fait. Toi, tu as regardé les images? Ouais, je suis allé chercher un peu les images. C'est vrai Waouh. qu'on voit ce vent à décorner les bœufs, comme on dit. Et, et c'est ouf comme ton chip est devenu beaucoup plus aiguisé, ton service beaucoup plus impactant, ta volée, ça tu nous l'avais dit pendant le podcast aussi. Et c'est incroyable au fil des années comme tu as fait évoluer ton jeu. En fait, je faisais beaucoup moins de chips que par la suite. Ouais, À cette époque, je jouais beaucoup de coups droit liftés. yes. Mon service, c'était c'était le moyen de commencer l'échange, mais c'était une simple mise en jeu. Les volets, j'en faisais pas. Enfin, je jouais pas de volets, sauf si vraiment mon adversaire m'amenait au filet par une amortie. Mais sinon, je venais jamais conclure au filet. Et j'étais beaucoup plus, ma position sur le terrain était beaucoup plus défensive. Tu vois, il y avait pas de une recherche permanente de gagner du terrain, de faire la transition entre l'arrière et l'avant, de venir, de créer du jeu. Je mettais la balle en jeu et puis je ratais pas. Je tenais bien la balle des deux côtés, coup droit revers, un métronome, sans prise de risque. Et c'est quoi? C'est le double qui t'a particulièrement fait aller de l'avant ou un coach à un moment donné? Qu'est-ce qui... C'est le double et aussi l'impression de très vite m'ennuyer. Après peut-être 4-5 ans de carrière, je me suis rendu compte que c'était chouette parce que je gagnais des matchs et que mon classement était bon, mais en fait, je m'ennuyais. Je m'ennuyais à jouer comme ça et j'avais pas envie. En fait, j'étais pas maître de mon destin. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je jouais beaucoup de matchs où finalement, je dépendais de mon adversaire. S'il faisait plus de points que de fautes, il gagnait. S'il faisait plus de fautes que de points, je gagnais. Ouais. Mais à aucun moment, si tu veux, c'est moi qui allais provoquer les choses. Et donc, je me suis vite ennuyé. Et ouais, en partir de 95, 96, le plaisir n'était plus là. Et je me disais, il faut que je trouve un moyen de, de, de jouer à nouveau au tennis, quoi. Mais vraiment jouer dans tous les sens du terme, quoi. Que je redevienne un véritable joueur, quelqu'un qui manie la balle, qui crée du jeu. Et mentalement, comment tu as accepté de faire tous ces changements, peut-être de beaucoup rater au départ? Avec une seule option, à savoir le demi-tour, c'est assez simple. Et à ce moment-là, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Je me suis dit, oui, bien évidemment, je vais tout changer, mais il n'y a qu'un choix, qui est celui-là. Donc finalement, il est à la fois très difficile parce que je passe d'un extrême à l'autre, mais extrêmement simple parce que si je ne fais pas ce choix-là, quelque part, je devrais changer de boulot ou changer de vie. Ah ouais, putain, incroyable. Ok, bon, on est toujours France-Australie en quart de finale. On va avancer parce que sinon, tu auras ton décalage horaire, tu vas faire nuit blanche jusqu'à demain. Je suis un peu dans le dur là, en cette fin de journée, le retour du soleil. Ok. Donc, tu es aligné pour le 5e match décisif de cette rencontre. Tu apportes le point en 4-7 et tu joues donc à nouveau sur ces arènes. D'ailleurs, l'ancien président de la Fédé, Philippe Chatrier, prétendait que c'était le plus beau central du monde. Il était un peu chauvin ou pas, le Philippe? Alors, il avait en partie raison, hein, parce que jouer dans les arènes de Nîmes, c'était assez magique. Ouais. J'ai eu cette chance-là. Il y a eu d'autres rencontres par la suite dans des arènes, à Nîmes ou à Fréjus, ce qui ne reste pas vraiment un bon souvenir pour l'équipe de France. Avec à Fréjus, la défaite aux Indiens en 1993 reste très douloureuse. Mais sinon, il y a la magie, effectivement, d'être au milieu de l'arène, avec une confrontation. Certes, on est séparé par un filet, mais il y a un côté un peu gladiateur. Je sais pas si on peut dire corrida, parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec les corridas, mais en tous les cas, il y a le combat au milieu d'une arène et donc c'est un côté assez magique parce que ça rajoute de l'intensité, des émotions.
Et d'autant plus que ce week-end-là, le dénouement a eu lieu le dimanche en fin d'après-midi, Et avec un justement, 5e match. voilà, tu gagnes en 4-7, c'est bien ça, donc tu apportes le point de Ouais. la victoire. C'est quoi tes souvenirs, tes images, tes sensations de ce match? C'est ton plus gros frisson, ton premier plus gros frisson, peut-être, non? Alors tout d'abord, il y a quelque chose qui est très surprenant et paradoxal, c'est que j'étais plus tendu le vendredi, Ouais, avant de jouer Fromberg, que le dimanche, lorsque j'ai dû jouer ce match décisif. ok. Et pourtant, qui était encore plus important, puisque j'avais porté le poids de l'équipe de France à ce moment-là, quoi. Ouais, Je gagne, l'aventure se poursuit, je perds, on attend l'année suivante, quoi. Et tout ça sur les épaules d'un gamin. J'insiste sur le mot gamin parce que à 18 ans, les choses sont différentes. Donc c'était beaucoup de responsabilités. Euh, mais je sais pas si c'était le fait d'avoir déjà joué un match, même en l'ayant perdu, mais j'étais, je dirais pas serein, mais j'avais un peu moins de stress. Après, Yannick avait sorti 2, 3 conneries dans le vestiaire qui m'avaient bien détendu. ok. Euh, il se rendait compte de l'importance du moment et que je pouvais être extrêmement crispé. Et puis j'avais à cette époque-là, j'ai pas du tout le rapport que j'ai aujourd'hui avec Yannick. C'est-à-dire que c'était, comment dire, à la fois c'était mon capitaine, on s'était déjà joué en match, on s'entraînait régulièrement ensemble, mais j'avais quasiment envie de lui dire oui monsieur quand il me parlait, quoi. Tu Ah vois, ouais. il avait quand même c'est pas la relation qu'on a aujourd'hui, donc 30 ans plus tard. Hmm. Elle a énormément évolué. Tu te souviens les 2-3 conneries pour te mettre à l'aise? Pense à nous mettre un like dès maintenant si t'es sur YouTube, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast et un avis sympa sur les deux. Ça me motive à tout donner chaque semaine et ça nous aide à faire connaître ce travail. Ça prend 3 secondes et tu deviens une légende dans notre cœur. T'as la masterclass endurance dédiée au tennis à récupérer en lien dans la description de l'épisode. Si tu veux un troisième poumon et couvrir le terrain mieux que personne pendant que tes adversaires se relâchent cet hiver, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon, c'est dans le vestiaire, c'est des conneries à la Yannick, donc forcément des blagues orientées, très orientées, quoi, tu vois. Ok. Euh, bah oui, bah oui, c'est le meilleur moyen de détendre et de faire sourire un jeune provincial que j'étais et qui débarque comme ça de nulle part en équipe de France, c'était de sortir des trucs bien gras, quoi. Ok, très bien. Il y a une Voilà, photo. mais franchement, ça a eu son effet, puisque je m'étais détendu, je me souviens, on avait rigolé, et on était aussi dans des Algeco, derrière les arènes. Et à ce moment-là, dans la discussion d'avant-match, il y avait que 2 personnes dans le vestiaire, c'est Yannick et moi. Tout le reste de l'équipe était sorti. Et on était vraiment en one-to-one à discuter du match, de la stratégie, comment j'allais m'y prendre, comment ça va, tu es tendu. Il y a un échange, mais vraiment, on se regarde dans le blanc des yeux, on est hyper focus. Et à la fin de la discussion, il part en sucette et là, il te sort 3 énormités, voilà, que je viens d'évoquer. Merveilleux. Il y a une photo Je quitte justement. l'Algeco avec le sourire et limite mort de rire, quoi. Ah, ça fait du bien. Ça. Ouais. Il y a une photo magnifique à la fin du match où justement Yann te Ouais, prend sur ses épaules. Tu te souviens toi de ce moment particulier? bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que je sais pas si il y a de l'inconscience et de la conscience. Il y a une part d'inconscience liée à mon jeune âge qui m'a permis de jouer un très bon match. Mais il y a quand même une autre part où je suis très conscient d'avoir qualifié mon pays, tout simplement, quoi. Il faut Ouais, avoir des mots et c'est quelque chose de grand pour un gamin. tu m'étonnes. Incroyable. Voilà. C'est comme si, ouais, bon, c'est toujours difficile de faire des parallèles avec d'autres sports, mais tout simplement faire des parallèles avec le tennis. Quel joueur français aujourd'hui âgé de 18 ans, je sais pas si tu as un nom en tête. Euh, Alcaraz? ouais, mais français. Des demi-finalistes de Roland-Garros, par exemple. Ouais. Voilà, choisis celui que tu veux, mais un des demi-finalistes de Roland-Garros qui, dans quelques mois, en mars prochain,
qualifie la France dans un 5e match décisif. Ouais. Tu vois, en France, avec le public français. Et, et puis, c'est l'Australie en face. Tu Ouais. vois, c'est pas une petite nation du tennis. Yes. Putain, incroyable. En Ouais. demi, tu gagnes en 5-7 ton premier simple, 6-3 au DER à Pau sur Yes. moquette. Après la victoire de Forger en 3-7 sec, la rencontre elle est scellée dès le double le lendemain. Est-ce que tu as un souvenir à nous partager peut-être contre Un gros combat le vendredi. ouais, Un gros combat. C'était face à Zivojinovic. la Yougoslavie, hein, c'est bien ça, hein. Ouais. Alors, c'était la Yougoslavie, mais sans les Croates, Oui, puisque qui le était pays était en train de se diviser. ouais, Et Goran, par exemple, n'avait pas joué. Goran Ivanisevic n'avait pas joué. yes. Donc, il y avait, de mémoire, c'était Zivojinovic et Muskatirovic. Pas vu de la semaine les deux. Désolé, mais ça fait un bail qui Tu sont connais pas pas, vus. tu connaissais pas Slobodan Zivojinovic? Bah non. À l'époque, c'était vraiment un gars. Alors, tu peux aller chercher son nom hein, sur le net. Ouais, Bon, déjà, c'était un Maous costaud. ouais. C'est un mec, quand il était affûté, il devait faire 110 kilos. Ah oui. Gros serveur, mais enfin grand serveur, pardon. Mais à l'époque, ces gars-là étaient pas comme les Maous costauds d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était un gars qui était costaud, il devait faire peut-être, je sais pas, 95, mais très massif, bien rond. Ouais. Mais dans le jeu, il y avait énormément de failles, tu vois. Ouais. Ça Alors existe plus. qu'aujourd'hui, les gars qui font un 95 2 mètres, qui sont costauds, bah, ils servent, ils font des points en coup droit, en revers, ils bougent bien en général. Tu vois, à Ouais, l'époque, c'était un serveur. ça existe plus des joueurs comme ça aujourd'hui, c'est plus possible. Non, Ouais. non, je dis pas qu'un joueur comme Karlovic était le joueur le plus complet du circuit, mais pour autant, c'est un joueur qui n'avait pas qu'un service, Ouais, Karlovic. clairement. Il était capable d'envoyer des cacahuètes en coup droit. Il a un très beau. Enfin, je sais pas si on doit dire il a ou il avait, parce que je sais pas, il joue encore ou pas? Ou il a Je sais arrêté? pas trop où il en est, je crois qu'il est. Je sais pas. Il est en dedans. D'accord. Bon, on va dire qu'il a. On va respecter son choix. Donc, il a un très bon type de revers. Donc, j'ai parlé de son coup droit. Il est vraiment très adroit au filet, meilleur en volée de revers qu'en volée de coup droit, mais il reste quand même très adroit au filet. Et bien évidemment, il a deux énormes services. Mm. Voilà. Tu l'as joué plusieurs fois, Karlovic? Oui. Et ton ratio, c'était Ouais. quoi? Tu sais? Euh, Tu as dit quoi? Ton ratio? Mon Victoire-défaite? ratio 2-0. Pour toi? Ouais, ouais, ouais. Allez, putain, Tu t'as surpris, je suis vexé. il t'a jamais eu, Non, non, dis-moi. non, mais en fait c'était. Moi, j'ai toujours aimé jouer des gars qui. J'ai toujours aimé affronter des joueurs qui ont des coups forts, des coups forts. Ça ne me dérange pas qu'ils aient un, deux coups très forts, à partir du moment où il y a des petites lacunes dans lesquelles je peux m'engouffrer. Pour D'accord. moi, l'adversaire le plus difficile n'est pas celui qui a deux coups forts, c'est celui qui est moyen partout. Mm. Voilà, celui qui est bon partout sans être excellent dans un domaine. Alors, finale, Fab. Il paraît que lors de la préparation qui a duré un mois en Suisse à Oui. Montreux, tu as un peu fait du boudin. Il paraît que tu as balancé un entraînement, que tu étais un peu chafouin de savoir que Henri Lecomte allait jouer en simple. Est-ce que c'est vrai? Comment ça s'est passé du coup? Ouais. Alors au début, c'est vrai que j'étais assez vexé parce que très vite j'ai appris que je ne jouerais pas les simples, puisque Yannick avait pris le pari de faire jouer Guy et Henri. Enfin, Henri surtout, hein, parce que Guy, c'était pas du tout un sujet. Guy, en 91, avait vécu la plus grande saison de sa carrière avec. Je crois qu'il a fait une finale à Indian Wells, vainqueur à Cincinnati, vainqueur à Bordeaux, vainqueur à Bercy. Enfin, il termine peut-être 4 ou 5 mondiales. C'était monstrueux. Mais en deuxième simple, il a choisi donc Henri, un choix qu'il avait fait assez tôt,
lui demandant de se remettre en forme après une nouvelle, peut-être troisième opération, une hernie discale. Et Henri a fait un travail monumental afin d'être prêt pour cette finale de Coupe Davis. C'était un objectif, un rêve pour lui aussi d'être présent. Et moi, au début, j'étais assez déçu et triste que ce choix soit fait avant même le début du stage. Parce que quand on est joueur, on a quand même confiance en ses forces. Je me disais, j'ai joué les quarts de finale, j'ai joué la demi-finale, j'ai peut-être le niveau pour jouer une finale. On allait affronter les États-Unis avec Agassi et Sampras. Et c'est pareil, tu te dis que tu as des arguments. J'avais battu Agassi à Indianapolis pendant l'été et j'avais battu Sampras à Rome au mois de mai. Donc je me disais, voilà, dans les 6 mois qui ont précédé la finale, je bats les deux. Tu vois, tu te dis, t'as envie d'y croire. Donc, en tous les cas, tu te dis, bon, avec ces arguments-là, quart de finale, demi-finale, j'ai battu Agassi Sampras, je vais arriver au stage, je vais essayer de gagner ma place. Et très vite, donc j'ai compris que Yann avait pris sa décision. Donc j'étais déçu, j'ai pas eu un comportement irréprochable sur peut-être les 2 premiers jours du stage. Mais après, ça a été fantastique parce que l'état de forme d'Henri était vraiment visible. Il jouait très bien après 4-5 jours d'entraînement. Il a atteint un niveau monumental qu'il a conservé jusqu'à l'issue de la rencontre. Parce qu'on ne va pas revenir sur son niveau de jeu pendant le week-end, mais c'était énorme. Et Guy a répondu présent, entre guillemets, comme prévu, en simple comme en double, même si le vendredi, il a pris une petite fessée, quoi. Mais bon, c'était Agassi. Agassi était monstrueux. Et Guy a peut-être regretté à ce moment-là 1 ou 2 choix tactiques. Moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que Guy avait joué un match, mais qu'Agassi était intouchable. C'est vrai qu'Henri mettait que des branlées à l'entraînement pendant ce mois de préparation. Et Guy, il volait. Il volait. Franchement, il marchait sur l'eau. Waouh, incroyable. Et il le disait en plus, il arrivait à le verbaliser. Je suis monstrueux. La machine. Ouais. Et là, le dernier épisode en date qu'on a sorti, c'est avec Jean-Claude Perrin. Jean-Claude, c'est quelqu'un d'important dans ma carrière. Ah J'aime ouais? beaucoup. À quel niveau? Est-ce que tu peux nous partager? Parce que c'était pas facile de le faire parler. Je l'ai relancé plein de fois et bon, c'est assez hermétique, Jean-Claude. Pas facile. Peut-être par pudeur, parce que c'est quelqu'un qui est très bavard quand il est en confiance, quand il connaît les gens. Ok. Je pense que vous vous connaissez ou c'était pas du tout? C'est Sam Sumik qui nous a mis en contact. Mais Ouais, mais voilà, on s'était jamais rencontrés avant. vous êtes jamais rencontrés, donc il a dû être très en dents, avec vraiment peu bavard, et c'est tout à fait. Ça me surprend pas de la part de Jean-Claude. Voilà, tu irais déjeuner avec lui, tu vous voyez 2-3 fois, et vous faites un podcast dans 3 mois, il va t'en servir 10 fois plus. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui a mis l'anecdote. Ouais. Tous ceux qui a marqué vraiment tous ceux qui ont bossé avec lui un jour, dont moi, parce que Jean-Claude pouvait tout me demander en fait. C'est un gars, moi j'étais pas forcément accro à la préparation physique, puisque moi j'avais choisi de jouer au tennis, j'ai pas choisi de faire de l'athlétisme. En fait. Donc faire des tours de piste, aller courir dans le bois de Boulogne, faire des footings de 45 minutes, 1 heure et demie, sauter sur des rondins, faire des tractions et ensuite de soulever des haltères, ça. Non, c'était pas mon choix de vie. Moi, je voulais faire des amortis. mais en fait, il pouvait tout me demander. Je me souviens de toutes ces séances où je courais après son vélo dans le bois. Il pédalait, je courais derrière. Et à un moment, on a fait des séances, je courais derrière le scooter, parce qu'il était toujours en scooter. Toujours plus. Voilà. Et c'était. J'ai couru derrière la voiture. et je disais jamais non, en fait. Il me dit, ça va, t'es pas trop fatigué? Non, c'est bon. Il me dit, allez, on y va. Ouais. Mais Ouais, coach. pourquoi cet homme arrivait à te faire passer autant de choses? Probablement par sa personnalité. Et j'ai toujours énormément de respect pour lui. Il y avait un écart d'âge très important. Je sais pas quel âge a Jean-Claude aujourd'hui, mais il a certainement plus de 80 ans. Tu dois le savoir, non? J'ai plus l'info.
Attends, je vais la retrouver. Moi, j'ai pas l'info, mais je serais pas surpris voilà, qu'il ait 81, 82 ans. Voilà. Euh, Il est né en 36. ouais, donc 85, 85. Ouais, et calcul mental, t'es là, hein, Fab. Ah oui, d'accord, tu n'y étais pas du tout. Tu étais en train de chercher la calculette. J'étais totalement en train de compter sur toi. Ok, alors je retiens deux, pas trois. Ok, donc il a 85 ans, Jean-Claude. Euh, et ça fait un moment que ça fait faire ouais, une petite année que je ne l'ai pas vu. Mais gros caractère, forte personnalité. Il avait entraîné des champions olympiques. Il avait une grosse réputation dans la préparation physique. Euh, il avait sa méthode. Hein, c'était une méthode un petit peu, entre guillemets, à l'ancienne. À savoir qu'il n'était pas avec des logiciels et son ordinateur à faire des programmes. Non, 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 non. C'était un peu au feeling. C'était un peu au feeling. Il avait ses carnets, des notes. Il notait tout, mais c'était vraiment le papier et crayon, tu vois. Mais il avait cette faculté à me faire dépasser mes limites. Voilà. J'allais toujours au-delà de mes possibilités. Il m'a fait énormément progresser. Qu'est-ce que je retiendrai de lui? Ouais, c'est footing où je cours derrière le vélo, ou après le scooter. Il y avait aussi l'hiver quand on allait courir dans le bois. Il faisait 0, moins 3, moins 5. Ouais. Parfois, on allait très souvent très tôt. Le sol était gelé. On courait. Et quand j'étais exténué, hop, là, il me disait, allez, pause, on fait des pompes. Et là, je faisais des pompes, toujours sans gants, hein, parce qu'il me disait, on n'est pas, voilà, on n'est pas, les gants, c'est pas pour nous. OK. Donc là, L'époque, je faisais des pompes dans la neige. Et puis, à la fin, je regardais mes mains comme ça, et il me disait, regarde pas tes mains, c'est un signe de faiblesse. Et on repartait. En fait, il me gueulait dessus tout le temps. Mais bon, là, il y avait, je crois, consciemment ou inconsciemment, quand je travaillais avec lui, je faisais un travail physique et mental. Mm. Et je pense que il était conscient de ce qu'il faisait. C'est-à-dire que je me renforçais mentalement aussi. S'il y avait. Il m'a fait faire un truc Ouais. de dingue que je peux raconter maintenant parce qu'il y a prescription. Mais enfin, il y a au moins deux anecdotes. Je peux pas ne pas en parler. Ah, trop bien. On bossait ensemble lors de la construction du cours Suzanne Langlaine. Ok. Et il y avait une grue monumentale qui devait faire 80 mètres de haut. Je sais pas. Bon, une grue de chantier, quoi. Ouais. Et nous, on rentrait dans l'entraînement côté près du cours central. Et il y avait de grandes balustrades pour séparer la partie euh, du tournoi de la partie en chantier. Jean-Claude, il me dit, regarde la grue comme ça, il me dit, allez, viens, on monte. Je lui dis ça, Jean-Claude monte. Il me dit, allez, viens, suis-moi. Et là, on enjambe la balustrade qui était déjà à 3-4 mètres de haut. On monte, je me rappelle les jambes, etc. Bon, bref, je suis un peu ensemble. Et là, on arrive sur le chantier. Et il me dit, allez, on monte. On monte. Mais il n'y a pas de sécurité. Hein. On n'est pas des mousquetons et des machins. Hein. Nickel. Et là, on monte à 60 ou 80 mètres. Il ne fallait pas se rater. Hein. Ouais. Sinon, tu serais raté qu'une fois. Hein. Et on arrive tout en haut. Oh, bien, on est quand même bien ici. Et là, tu ne crois pas que je le vois aller sur le bras de la grue. Et donc, moi, je me suis arrêté en haut de la grue. Tu vois. Ouais. Et lui, il continue sur le bras. Wow. Et là je me suis dit qu'il était un peu différent. Quoi. Et puis en 93, je vois en tout début d'année, au fin 92, début 93, je vois dans le programme tournoi de Dubaï. Moi, j'aime bien découvrir des endroits, découvrir des parties du monde. Dubaï, à cette époque-là, donc il y a quasiment 30 ans, n'était pas du tout ce que Dubaï est aujourd'hui. Hein. Ouais. C'était une partie du monde que beaucoup de gens ne situaient pas. On savait qu'il y avait du sable, mais pas grand-chose de plus. Et là, je vois le tournoi. Je dis, moi, ça m'intéresse, je vais aller voir. Je m'inscris. Comme dans Tennis Mag, tu avais surligné au stabilo Dubaï. Voilà, j'ai dit Dubaï, je veux y aller. Je m'inscris.
Et Jean-Claude, je lui dis, coach, vous voulez venir avec moi? Parce que j'ai toujours vous voyez Jean-Claude. Toujours. Ok. Encore aujourd'hui, je le vois. Coach, vous voulez venir avec moi? Il me dit, oh, ouais, allez, je viens. Avec son côté militaire. Bref, je prends les billets d'avion, on part à Dubaï. Il n'y avait pas énormément de joueurs. Il n'y avait pas énormément de joueurs d'ailleurs parce que beaucoup ne devaient pas trop savoir et n'avaient pas envie de s'aventurer à Dubaï sans savoir voilà, pour la première année. On décolle, je m'endors dans l'avion et au bout d'une heure et demie de vol, il me réveille, il me dit entraînement. Je dis comment ça Jean-Claude? On est dans l'avion. Bah, c'est pas grave, on s'entraîne. Oh, de l'altitude en plus, parfait. Et là, vas-y, je me lève, je me lève et qu'il commence à me faire des montées de genoux dans l'avion, talons fesses, et allez, on se met au sol, pompe, abdos. Et mais on nous a pris pour des tarés complets. Il m'a fait bosser, préparation physique, on reste pas inactif, hein. On a un tournoi. Oh. Et les gens te reconnaissaient déjà dans l'avion ou pas? En 93, bah, tu sais, la Coupe Davis, c'est 91. Ouais. Donc c'était quasiment 2 ans plus tard. Ouais. Ouais, moi, des gens me connaissaient. Je dis pas que tout l'avion s'est levé quand je suis rentré, mais en tous les cas, il y a des gens qui me connaissaient, qui me reconnaissaient. Et ils ont dû me prendre pour un taré complet. Donc me voilà dans les allées de l'avion à faire monter de genoux, talons fesses et faire une séance en fait. Ah oui, tu pouvais vraiment rien lui Une refuser. séance. Et il avait le chrono autour du cou. Hein. Il était pas là pour déconner. Hein, il avait le chrono. Ah ouais, allez monter de genoux 30 secondes. Je le revois, mais comme c'était hier. Non, mais il me faisait faire n'importe quoi. Tu vois, ça c'est une anecdote, c'est comme la grue. Ou comme le scooter quand je cours après le scoot. Je peux pas lui dire non. Alors que 10 ans plus tard, mon entraîneur m'aurait dit ouais, Fabrice, viens, on fait des pompes dans l'avion, machin, on fait des montées de genoux dans les allées. J'aurais rigolé, je lui dis ça va pas, hein. Ouais, donc voilà, c'est Jean-Claude, mais j'ai mis l'anecdote avec Jean-Claude. Ah, c'est merveilleux, merci. S'il y avait une image de ce week-end de finale, ça serait laquelle que tu garderais? La balle de match de Guy. Ouais, la balle de match de Guy, parce que son coup droit qui pousse comme ça, qui est le coup le plus facile et le plus difficile de sa vie, parce qu'à la fois, il est immanquable. Sampras est couché par terre, mais il est tellement important qu'il en devient extrêmement difficile. Il y a un moment où il le touche et qu'il sait que c'est gagnant, voilà, que la raquette s'envole et qu'il tombe au sol. Tu vois, j'ai des frissons, mais graves là, parce que c'est encore intense. D'autant plus, on en a parlé récemment. Même si moi, j'ai pas forcément répondu présent à beaucoup que je sais pas trop. Là, je le fais parce que je t'apprécie beaucoup et on a fait un super truc l'année dernière et ça me fait plaisir d'en parler. Mais sinon, j'ai beaucoup de mal à reparler du passé. Et, je suis plus sur le présent et un peu le futur, quoi. Je regarde pas trop derrière. Je suis très content quand on regarde derrière, hein, justement, des Coupes Davis, de les voir. Ouais. Mais j'aime pas forcément. Quand tu me dis que tu as revu des images de 91 face à l'Australie, ce sont des images que je n'ai jamais vues, jamais regardées depuis, et que je regarderai probablement jamais, en fait. Oh. Et ça reste un immense moment de bonheur, mais c'est fait, quoi. C'est rangé. C'est rangé dans un coin de ma tête. Mais c'est pareil pour 2001, c'est pareil pour mes victoires en Grand Chelem avec Mika. Il y a juste quelques images d'un grand moment de carrière que j'ai regardé. Ce sont des images de ma défaite face à Roger en 2005. Parce que ça, on en parle. Je reçois même parfois des séquences de 3, 5, 10 minutes sur mon compte Instagram. Ouais. Bref. Incroyable. Merci en tout cas, Fabrice, de prendre le temps. Vraiment, c'est une chance. Est-ce que tu avais déjà vécu une telle ambiance, une telle électricité sur un court de tennis? Non, parce que là, encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et en 91, hormis un championnat d'Europe de foot, la France n'a pas gagné de titre, le moindre titre mondial
voilà, de son histoire. Hmm. Enfin, il y avait les mousquetaires, bien évidemment, jusqu'en Ouais. 1932. Mais on n'a pas été champion du monde de foot, on n'a pas été champion du monde de hand, de basket, Ouais. et donc de tennis. Et cette victoire en 91 est la première Hmm. pour Et, et, un sport co. et Oui. toi, comme tu étais sûr de ne pas jouer, est-ce que du coup, tu étais un petit peu plus imprégné de cette ambiance? Tu la ressentais plus que quelqu'un qui va rentrer sur le court, qui est dans son tunnel, qui est focalisé? Est-ce que toi, du coup, tu te laissais plus immerger par tout ça? Non, 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 non? pas de différence. Ok. Juste, je me souviens de l'intensité dans le box, bien évidemment. Ouais. L'intensité aussi dans le vestiaire, avant que Guy ne rentre sur le terrain le dimanche. Parce que il y a quand même, ouais, il y a quand même beaucoup énormément de pression. Et puis surtout, le public qui donnait l'impression de jouer avec nous. Hmm. Gerland, c'est pas Bercy ou le Stade de France. Il y avait de mémoire, il y avait combien? 7, 8, 6 000 peut-être? Peut-être 6 000 personnes, 7 000, avec des gens très proches du cours. Les Américains se comptaient sur les doigts d'une main. Ah ouais. Non, mais il y a pas vraiment de public américain, ou très peu, peut-être Hmm. une centaine, je me souviens plus. D'accord. Et il y avait vraiment tout le pays, quoi. Tout le pays derrière nous. Ah, Et c'est donc tout ouf. Gerland le dimanche. Juste pour revenir sur la préparation, c'était un mois et totalement coupé du monde. Pas de télé, pas de T'es sûr presse. de ça? Et ouais, c'est ce que j'ai entendu à droite à gauche. C'était vraiment en vase clos. Non? Ça me dit Pas rien? sûr du tout, hein. Ah ok. Pareil qu'il y avait pas les femmes, pas de nanas, zéro distraction, quoi. Pas de femmes, ça je m'en souviens. On était à Montreux pendant une semaine ou 10 jours, ça je m'en souviens. Après, on a basculé à Lyon, peut-être 5, 6 jours avant la rencontre. Mais j'aurais pas dit un mois. À chaque fois, je lisais un mois et je dis, Après, c'était il y a 30 ans, donc peut-être que je me trompe. ok. La chenille, tu nous en parles de cette chenille ou pas? C'est drôle parce que quand tu as parlé des deux images clés, Ouais. j'ai pensé à cette balle de match de Guy et à la chenille. Ah ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Parce qu'on est vraiment on est en mode Saga Africa. Yannick, joueur, capitaine, chanteur. Il est encore un peu joueur, mais plus vraiment. Il est capitaine pour la première année et il est chanteur pour la première année également. Hmm. Donc, ouais, il y a cette chenille sur le cours. Là, pour le coup, j'ai vu beaucoup de photos passer ces dernières semaines. Hmm. C'était, ouais, c'était magique. Puis, moi, c'était mon capitaine, donc j'ai écouté son album. Je dirais pas en boucle, mais presque. Ah ouais, Euh, excellent. voilà, quoi. Ouais, il y avait une ambiance phénoménale. Je me souviens du retour à l'hôtel où on était au balcon avec le public qui nous attendait place Bellecour. C'était noir de monde. Ouais. Le dîner qui a suivi, la fête derrière, puis la fête jusqu'au bout de la nuit, quoi. C'était sympa. Énorme. Henri me disait que le mois qui a suivi, c'était, mais vous étiez des rockstars, quoi. T'allumais la télé, ça parlait de vous non-stop. C'était, c'était assez impressionnant. Est-ce que toi, t'as pris une claque, du coup, sur, je sais pas, ta cote de popularité, le fait de te rendre compte de la portée médiatique, quoi? Oui, il y a eu un gros changement. Il y a eu l'avant et l'après cette année 91 Ok. dans la globalité avec le fait d'être, je dirais, de rentrer dans le top 50, mes premiers pas en équipe de France, quelques belles victoires face à certains des meilleurs joueurs, et puis la finale de la Coupe Davis et donc le Saladier remporté par la France. Mais sur ce week-end précisément, la lumière était quand même plus sur Guy, Yannick et Henri Ouais. que sur Arnaud Butch, Olivier Delettre ou moi. Tu Hum. vois. Donc ce côté omniprésence dans les médias était plus lié à ceux qui avaient joué. D'accord. Vous êtes allé voir Mitterrand à l'Élysée après? Non,
Ah bon? Non. Non, mais j'étais. Mais je crois que c'est un côté, c'est un côté un peu, comment dire, immaturité ou erreur de jeunesse ou je sais pas comment dire. Mais moi, après ça, j'étais complètement vidé. Ouais. Je suis parti en vacances et je suis pas revenu, en fait. Je suis jamais revenu, putain. Non, mais je suis pas revenu pour aller à l'Élysée. Ah, d'accord, parce que les gars, ils Ouais, sont allés et pas toi. Ok, ouais. d'accord. Et aujourd'hui, ou même plus tard, quand ça s'est produit, euh, je, c'était impensable de ne pas être là. Oui, Tu vois, ouais, ouais. je serais revenu aujourd'hui, ça m'arriverait, je reviendrais de vacances à pied pour être là. Tu vois. Ah oui. En 2001, vous avez rencontré Chirac, c'est là où tu as pris conscience du truc, non? Oui, mais même avant, même avant 2001, peut-être quelques années plus tard, je me suis dit pourquoi je n'y suis pas allé? J'étais en vacances, mais en fait, j'aurais dû être là. Ouais, ouais. Henri parle d'un lien incroyable avec les mecs. Le mois qui a suivi, pareil, vous manquiez parce que vous aviez tellement vécu de trucs ensemble. 30 ans après, vous êtes unis quelque part. Est-ce que, est-ce que est-ce que toi, tu le vis comme ça? Est-ce que tu le partages de la même manière? C'est quoi ton sentiment là-dessus? Bah, forcément, on a écrit une page d'histoire ensemble, donc ça, c'est indélébile. Euh, Après, je dirais au quotidien, on n'est pas souvent en contact. Moi, c'est Guy que je vois le plus souvent. Ok. C'est avec Guy que je suis plus en contact. Tu vois, même en vacances, la semaine dernière, on s'est écrit. Ouais. Euh, mais Yannick, je l'ai croisé récemment. Henri parfois, je le vois pas. Ou, enfin, on n'est pas en contact pendant des mois, puis on se croise sur un tournoi. D'accord. Mais on est à la fois, on est liés, mais on n'en parle jamais, en fait. D'accord. Non, non, on n'en parle pas. Enfin, je ne me souviens pas avoir parlé de 91 avec les gars. Ah, c'est fou ça quand même. J'ai entendu un truc de fou c'était sur RMC. Il disait que Yannick, ce week-end à Lyon, il arrivait tellement pas à dormir qu'il sortait boire des coups dans les bars le soir et qu'il rencontrait les supporters français en leur disant demain, faut être à fond, vraiment, vous nous lâchez pas, vous allez voir, on va tout déchirer, machin. T'étais au courant, ça, que Non, Yannick, il faisait la tournée des bars? non, il y a aussi un autre point, c'est qu'Yannick, à l'époque, avait 31 ans. Ouais, Donc, tellement il jeune. avait l'âge allez, à quelques mois après, il avait l'âge de Pierre Hugues. Putain, Tu vois. quel exploit, putain, mais c'est quand même fou, incroyable. Ouais. Toi, t'étais de quelle année? Eh ben, j'avais 1 an, je suis de 90. Ouais, t'étais de 90. Ouais, c'est pour ça que les Yougoslaves, c'est pas ceux que je connais le mieux, quoi. Ok, bah on a fini pour 91. Un mot de la fin, un truc à ajouter ou tu veux aller te coucher? Comment t'es? Non, non. Non, sur 91, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a même élargi un petit peu sur Jean-Claude Perrin, par exemple. Jean-Claude Perrin, Non, c'est bien. mythique, mythique les anecdotes avec Jean-Claude. Ouais. Merci, du petit lait. On continue sur 2001 ou tu veux qu'on fasse plus tard? Ok, ouais, c'est bon. Allez. Merci d'avoir écouté cette première partie dédiée au Sacre de 91 avec Fab. Viens me dire ce que t'en as pensé en commentaire, c'est toujours un bonheur de lire vos retours. Pensez à nous mettre un like si t'es sur YouTube et 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est notre manière de rayonner et d'avoir des invités qui te font kiffer. Ce qui nous aide le plus pour développer ce podcast que tu aimes certainement écouter, c'est le bouche à oreille, c'est en parlant autour de toi, c'est en devenant un ambassadeur du podcast Tennis Légende. Et pour ça, rien de plus simple. Il te suffit de récupérer les téléphones de tous tes amis autour de toi qui aiment un tant soit peu le tennis, que les choses soient quand même au clair, de leur montrer comment écouter un podcast, de les abonner directement sur leur téléphone et de les relancer chaque semaine en leur demandant ce qu'ils ont pensé du nouvel épisode, ni plus ni moins. C'est quand même facile, non? En tout cas, merci à tous ceux qui le font déjà, tous ceux qui prennent le temps, tous ceux
qui ont à cœur de nous aider dans ce travail, dans cette quête de démocratiser et de faire connaître un peu plus les dessous du circuit de ce sport qu'on aime tant. Voilà. Tu peux aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme, comme je viens de le dire, sur laquelle tu peux nous faire des dons ou des tips, ce qu'on dit un peu dans le jargon. C'est possible de le faire à partir de 2 ou 3 euros par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Chacun à sa manière, c'est toujours un plaisir de sentir qu'on est soutenu et de mettre votre pierre à l'édifice. Je suis full time sur le podcast et ça me tient vraiment à cœur de tout donner chaque semaine pour vous régaler sur les nouveaux épisodes, les hors-séries, mais aussi les masterclass depuis la rentrée. Et donc il y a une réalité en face et forcément c'est toujours ultra cool de sentir que on fait une équipe et qu'il y a un moteur derrière qui tourne et un soutien grâce à vous. Merci. Vous avez toujours la masterclass spéciale endurance dédiée au tennis avec Ralph Bogossian, le préparateur physique de Benjamin Bonzi, actuel 63e joueur mondial. Elle est jusqu'à mardi dans la formule abonnement, qui est très simple. Cette formule est en lien en description. Elle permet de recevoir un nouveau cours tous les 15 jours avec un expert passé au micro du podcast qui vous donne toute son expertise là où il est tout simplement le meilleur dans son domaine pour vous permettre de progresser sur le terrain, que ce soit mentalement, tennistiquement, physiquement, statistiquement, peu importe. On va chercher un max de monde déjà passé sur le podcast pour aller un petit peu plus loin que les épisodes qui sont géniaux sur la vie et le parcours, les embûches, les anecdotes de nos invités. Là, on va vraiment chercher l'expertise qu'ils ont au fond du ventre et surtout ce qu'ils ont appris depuis des années au contact des meilleurs, et ils vous le transmettent à chaque fois dans un cours d'1 heure, donc 2 options, soit récupérer la masterclass en vous abonnant et en recevant un nouveau cours tous les 15 jours, ou alors indépendamment. C'est notre 7e masterclass, elles sont toutes disponibles indépendamment, le prix un petit peu plus élevé forcément si c'est pas dans l'abonnement, et voilà, les deux sont possibles. En tout cas, tout est dans le lien dans la description de l'épisode. Et si toutefois vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer un mail à max@tennislegende.fr, donc max@tennislegende.fr, et je réponds évidemment à tout le monde. Allez ajouter Fabrice si vous êtes sur Instagram, à Fabrice Santoro tout simplement. Vous allez pouvoir découvrir son amour pour la Corse notamment, et des images de son quotidien. Vous pouvez aussi l'ajouter sur LinkedIn au même nom. Vous pouvez m'ajouter aussi sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Instagram à Max Mia, M-I-A, le tout attaché, Max Mia. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées de partenariat, de collaboration, de questions à poser ou autres, je réponds toujours à tout le monde et avec grand plaisir, vraiment. Voilà, c'est tout pour ce hors-série. Merci pour les bonnes ondes, les légendes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.